Bien, chers amis, bonsoir. Comme il est dit dans la tragédie, nos meilleurs moments sont mêlés de tristesse. Je voulais d'abord vous exprimer le plaisir que j'avais à vous voir rassemblés ici, mais je ne pensais pas que ce serait à la suite de circonstances aussi dramatiques. Nous avons tenu à maintenir cet événement pour ne pas se laisser ébranler par la rudesse des événements, mais effectivement, ça la marque d'une certaine gravité. De plus, je viens d'apprendre par Michel Prada le décès de Jean Saint-Jour, qui était un de mes prédécesseurs, un de nos prédécesseurs avec Michel, puisque Jean Saint-Jour avait présidé la COB pendant plusieurs années avec beaucoup de dynamisme. Donc, toutes ces pensées ne vont pas nous empêcher de travailler et d'échanger. Et je vous remercie d'être auprès de nous ce soir. Nous avons voulu cette année avoir un format un peu plus resserré pour nos entretiens annuels. Pendant un moment, nous avons pensé que ce ne serait pas facile, avec un seul panel, de trouver un thème qui réponde aux objectifs que nous poursuivons chaque année, être au cœur de l'actualité, présenter un caractère international, fédérer l'ensemble de nos publics de gérants d'actifs, intermédiaires de marché, en passant par évidemment les émetteurs à la recherche de financement, pour ne citer que les principaux. Au final, je dirais que ce sujet des nouveaux risques de la finance mondialisée s'est imposé à nous par sa généralité et aussi parce que, il faut le dire, 8 ans après le début de la crise des subprimes, nous avons aujourd'hui encore l'impression qu'elle n'est pas véritablement achevée. À première vue, pourtant, le régulateur de marché français devrait avoir quelques raisons d'optimisme. La place de Paris se porte plutôt bien. Le CAC 40 frôle les 5000 points. Une trentaine d'introductions en bourse ont eu lieu depuis le début de l'année, tant sur Euronext qu'Alternext, dont celle d'Amundi, qu'il faut saluer comme la plus importante depuis plusieurs années, et la première de sa catégorie, je crois, en Europe. Le marché obligataire est toujours bien orienté et la gestion d'actifs a connu l'an dernier un rebond significatif des encours bruts sous gestion qui se sont établis à 3 300 milliards d'euros. Notre entreprise de marché Euronext fait preuve d'un grand dynamisme depuis qu'elle a retrouvé son autonomie et nos banques sont incontestablement plus solides qu'il y a 8 ans et disposent de liquidités abondantes fournies rubis sur l'ongle par la Banque centrale européenne à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Alors, avec tous ces facteurs qui sont parfaitement exacts, pourquoi une telle inquiétude chez de nombreux observateurs, surtout pourquoi une telle nervosité des marchés avec ce retour assez brutal de la volatilité ? Faut-il mettre en cause la faiblesse des perspectives de croissance mondiale ou le contexte d'incertitude qui entoure une éventuelle remontée des taux directeurs américains ? Que devons-nous craindre le plus ? L'impossibilité du maintien sur le long terme de politiques monétaires aussi accommodantes, ou à l'inverse, les risques d'une remontée brutale ou mal anticipée des taux d'intérêt, avec pour conséquence possible un assèchement subit de la liquidité sur les marchés les plus sensibles à de telles variations, comme le marché obligataire. Ces inquiétudes, on les voit relatées dans la presse, et y compris parmi les spécialistes. Ce qui est sûr, c'est que les cartes sont brouillées, que les conditions de formation du prix des actifs financiers et de certains actifs réels sont assez incertaines. La politique monétaire, si elle nous a sans conteste évité le pire, pourrait à terme fragiliser des établissements financiers européens au moment même où ils doivent faire face à un profond changement de leur modèle de financement. Alors bien sûr, nous n'allons pas faire comme dans l'Antiquité grecque et interroger l'oracle pour tenter d'y voir plus clair, mais en guise de pitié, nous avons la chance d'avoir pu réunir pour vous ce soir un panel de spécialistes particulièrement éminents pour débattre entre autres de ces questions. Banquiers centraux, régulateurs, experts internationaux, investisseurs, je les crois particulièrement bien placés pour nous éclairer. Je laisse le soin à Benoît de Juvigny de les présenter de façon plus précise, mais je tiens à les remercier personnellement, très chaleureusement, de leur présence. Je salue également, bien sûr, Jean-Claude Trichet, qui m'a fait l'amitié d'accepter de conclure cette fin d'après-midi, après donc la table ronde. Et je ne doute pas que son immense expérience et son grand savoir lui permettront de nous guider sur la voie de la maîtrise de ces risques
qui inquiètent les marchés et que j'ai essayé d'énumérer. Vous l'avez compris et vous le vivez sans doute au quotidien dans vos fonctions, le contexte économique mondial est compliqué, pour ne rien dire des risques géopolitiques qui ne sont pas de ma compétence, mais qui ne peuvent être ignorés. Mais j'ai la conviction profonde que notre pays améliorerait sa situation et son moral s'il assumait clairement ses choix. Je veux parler un peu net ce soir et ne pas résister à la tentation de poser cette question un peu provocante. Est-ce qu'on peut assumer un capitalisme sans capitaux? Et est-ce qu'un tel capitalisme peut durer dans le monde post-crise? Ce que je veux dire, c'est peut-on faire sans réserve le choix de l'économie de marché, comme on l'a fait en France, sans se préoccuper véritablement du bon fonctionnement du marché des instruments financiers, pas plus que de l'allocation de l'épargne, c'est-à-dire sans chercher à s'assurer que le marché remplit bien sa fonction première, qui est d'orienter l'épargne vers le financement des besoins de long terme? Pour moi, la réponse est clairement négative. Et c'est malheureusement ce que je crois nous faisons en France depuis pas mal d'années, où la méfiance à l'égard de la finance est largement partagée, tant sur l'échiquier politique que dans l'opinion. Certes, vous me direz, certains se réfèrent avec un brin de nostalgie au fameux modèle rhénan, basé sur un système bancaire régional fort et proche des entreprises, et qui faisait effectivement peu de place au marché financier. Certains parlent ce système de toutes les vertus, mais ils oublient, à mon sens, que cette option n'est plus sur la table. La crise et les réformes prudentielles qu'elle a entraînées sont passées par là et ne nous laissent guère d'autre choix que de recourir davantage au financement par le marché. Alors, doit-on rester les bras ballants quand chaque année on constate, comme récemment on l'a fait à l'AMF, que le nombre d'actionnaires individuels en France décroît? C'est certes pas le régulateur que je suis qui va vous dire qu'il ne sert à rien de faire de la pédagogie auprès du grand public. Je crois le contraire, je crois qu'il est nécessaire de redonner confiance aux épargnants individuels et on s'y emploie au maximum en exerçant au quotidien une surveillance la plus efficace possible des marchés et des acteurs. Mais je crois qu'il faut aller au-delà, repenser notre politique de l'épargne pour faire en sorte que l'épargne contribue effectivement au financement de l'économie réelle. Force est de reconnaître, malgré tout, que tant dans le discours que dans les incitations données aux épargnants, nous ne privilégions pas le financement long de l'économie, pas plus que la prise de risque, et j'exprime là un euphémisme. Bien sûr, on peut citer quelques initiatives intéressantes, heureusement. Je pense au relèvement du plafond du PEA, je pense à la mise en place du PEA-PME, je pense à la création des contrats d'assurance vie Eurocroissance, toute initiative allant dans le sens d'un meilleur financement de long terme. Mais est-ce suffisant et est-ce que cela sera suffisant lorsque les entreprises auront vraiment besoin de fonds nouveaux pour financer leur investissement en cas de reprise? On peut sérieusement en douter. Au-delà d'une politique d'orientation de l'épargne, sur laquelle beaucoup de bonnes choses ont été écrites, nous devons avoir également un discours mobilisateur sur l'environnement boursier. Je crois que c'est encore plus difficile. Bien sûr, je le répète, la fonction première des marchés financiers est de financer l'économie, de faire en sorte que des projets innovants se développent et ces marchés participent à la création de valeur et d'emplois. Pour utiliser une métaphore d'actualité à quelques jours de la COP21, nous devons prendre soin de la diversité de notre biotope boursier. Pour cela, il nous faut prendre garde à certaines initiatives portées par des intentions tout à fait louables, comme celle de créer une taxe sur les transactions financières. Je n'hésite pas à le dire, il me paraît illusoire d'espérer lever des ressources importantes avec une taxe qui serait cantonnée sur 11 pays. L'assiette fiscale dont il s'agit est par nature extrêmement facilement délocalisable et je crains qu'au final, si on s'oriente véritablement dans cette décision avec une assiette large qui inclut les produits dérivés, on ne perde sur les deux tableaux. On ne perd sur celui de l'activité économique de la place, qui ne peut pas ne pas être atteinte par une telle délocalisation, et qu'on perd également sur le plan politique en décevant ceux qui ont cru ou qui croient à la promesse d'une nouvelle ressource. Selon moi, évidemment, une telle taxe ne peut s'entendre qu'à une échelle internationale
bien plus large que celle des 11 pays de l'Union, qui malheureusement ou évidemment n'inclut pas la place financière la plus active. Voilà quelques-unes des réflexions que je voulais partager avec vous en ouvrant cette soirée. Et je vais vous laisser maintenant entre les mains expertes de Benoît de Juvigny et de nos invités, que je remercie encore une fois pour leur présence dans des temps si difficiles. Merci de votre attention.